La série s'ouvre sur Anne, qui travaille dans une agence de publicité où elle est responsable de guider des groupes de visiteurs dans des centres commerciaux et de leur présenter les promotions des magasins qu'elle commercialise. Un jour, elle est en tournée avec sa collègue, Moulang. Mais Anne arrive en retard au bus et le chauffeur ainsi que tous les passagers partent sans elle, la forçant à les poursuivre à pied. En chemin, elle croise le chauffeur qui lui demande ce qui s'est passé. Elle lui explique qu'il est parti sans elle et il répond qu'il pensait qu'elle était déjà montée. Anne ne s'attarde pas sur l'incident et court jusqu'au point de rencontre des visiteurs où se trouve Moulang. Dès que Moulang la voit, elle lui lance un regard méprisant et continue de parler au groupe. Comme elle est très attirante, tout le monde est concentré sur Moulang et apprécie visiblement sa présence. Ensuite, les visiteurs se dispersent pour faire leurs achats et Moulang leur dit de se regrouper dans 1 heure. Il y a aussi un festival appelé Secret Queen Makers, où celui qui collecte le plus d'autocollants promotionnels pour le festival devient candidat pour gagner le concours de reine de beauté. Moulang se tourne alors vers Anne, se moque d'elle, et lui demande pourquoi la princesse est en retard. Mais Anne ne répond pas, sachant que Moulang la déteste, et la harcèle toujours. Moulang s'approche et lui demande où Anne achète ses vêtements, disant qu'il est impossible qu'elle paie pour de telles tenues et qu'elle doit les obtenir gratuitement. Anne, très contrariée, dit qu'elle va aux toilettes et s'en va. En chemin, elle ressasse les paroles de Moulang et admet à elle-même qu'il y a malheureusement du vrai là-dedans. Son goût pour les vêtements est assez mauvais. Elle s'arrête pour se regarder dans un miroir, se dit qu'elle sait qu'elle n'est pas belle et jette un coup d'œil aux filles autour d'elle, réalisant à quel point elles sont plus attirantes. Elle pense que c'est ainsi, qu'elle connaît sa place et n'aspire pas à plus. Puis, elle s'assoit seule sur un banc, jouant avec son téléphone, quand une autre fille s'assoit soudain sur elle, comme si elle n'était pas là. La fille s'en rend compte, s'excuse et dit qu'elle n'a pas fait attention, pensant que le siège était vide. Anne lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle est habituée à être invisible, que ce n'est pas la première fois, puis lui laisse la place et continue de se promener dans le centre commercial. Elle monte dans un ascenseur où se trouve un petit garçon. Anne lui sourit et joue avec lui, mais l'enfant crie, pleure et lui dit de s'éloigner. Sa mère, surprise, demande si Anne a fait quelque chose, et le garçon lâche qu'il n'aime pas les fans moches. Anne est stupéfaite et humiliée, pendant que les autres passagers rient et murmurent sur son apparence. La mère s'excuse, disant que son fils est un peu trop direct, puis se corrige en ajoutant qu'il n'est qu'un enfant qui dit n'importe quoi. Anne lui dit que ce n'est pas grave, sort de l'ascenseur et essaye de se cacher de tout le monde, sa confiance totalement brisée. Soudain, un jeune homme très séduisant la heurte violemment, la faisant tomber. Il s'excuse, l'aide à s'asseoir et lui apporte quelque chose à boire. Anne lui dit qu'elle a probablement effrayé avec son apparence et s'excuse. Mais il ne comprend pas pourquoi elle dit cela d'elle-même et insiste sur le fait que c'est lui qui devrait s'excuser. Il ramasse ensuite une carte qu'elle a fait tomber, une carte pour le festival Secret Queen Makers. Et Anne lui dit qu'il peut la garder s'il veut car elle n'en a pas besoin. Il lui demande pourquoi elle ne participe pas au festival. Elle lui répond qu'elle sait qu'elle n'a aucune chance de gagner donc elle ne va pas s'humilier. Elle connaît ses limites et ne concourra pas pour quelque chose pour lequel elle n'est pas faite. Le jeune homme est sincèrement ému. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle reçoit un appel d'un des visiteurs de la tournée disant que les autocollants du festival qu'elle avait collectés sont tombés. Anne s'excuse auprès du visiteur, le remercie pour la boisson qu'il lui a achetée, prend son sac et s'en va précipitamment. Elle rencontre le visiteur et décide de lui donner certains de ses autocollants. Mais quand Anne essaye d'ouvrir son sac, qui a un code, il ne s'ouvre pas. Elle essaye encore jusqu'à ce qu'elle réalise soudain qu'elle a dû échanger son sac avec celui du jeune homme qui l'a bousculé. Elle s'excuse auprès du visiteur et se précipite pour le retrouver. Mais il n'est plus là où elle l'a vu. Elle court à travers le centre commercial avec le sac, cherchant partout, et finit par l'apercevoir. Elle sprinte après lui, seulement pour le voir diriger vers un passage que personne d'autre n'utilise. Puis, elle le voit se tenir devant un mur apparemment solide et le traverser avec facilité. Anne est stupéfaite. Elle se précipite, touche le mur, découvre qu'il est en fait ouvert et y entre. Soudain, elle se retrouve dans un espace parallèle au centre commercial, rempli de marques de beauté féminines mondialement connues, et elle entend une musique de ballet. Elle voit un globe de verre avec une ballerine tournante à l'intérieur, émettant une mélodie délicate. En le touchant, elle renverse une bouteille de parfum à côté. Un jeune homme proximité entend le bruit, s'approche et lui demande ce qu'elle fait là et comment elle est entrée. Anne panique et s'excuse, et il lui demande si elle est humaine. La question la surprend. Elle s'enfuit vers l'ascenseur, mais dès qu'elle l'ouvre, le même jeune homme se tient devant elle. Il lui demande si elle pense vraiment pouvoir lui échapper. Alors Anne s'enfuit dans l'autre direction et se cache sous une chaise. Le jeune homme apparaît juste devant elle et lui dit qu'il ne peut pas s'en aller aussi facilement. Elle le supplie de la laisser partir, promettant de payer pour le parfum qu'elle a cassé. Il dit qu'il est impossible qu'elle puisse le rembourser. Surprise, Anne demande si c'est vraiment si cher. Il répond que le parfum a 100 ans. Anne rétorque que s'il est si vieux, il aurait dû être conservé dans un musée ou un endroit sûr. Il lui demande alors s'il ne sait vraiment pas où elle se trouve. Elle insiste sur le fait qu'elle l'ignore totalement. Soudain, elle se fige et lâche une pensée.
Est-elle morte ? Le jeune homme rit et lui dit de venir avec lui. Anne continue de le supplier de lui dire si elle est morte, lui demandant même de dire son nom pour qu'elle soit sûre que c'est bien sa vie qui se termine, et non celle de quelqu'un d'autre. Car dans les films, on confond parfois les gens. Il se moque gentiment d'elle et dit qu'il n'est pas la faucheuse, mais un messager de la beauté. Anne est déconcertée et commence à penser qu'il est fou. Elle veut s'enfuir à nouveau, mais se retrouve clouée sur place, incapable de bouger, et n'a d'autre choix que de le suivre. Ensemble, ils arrivent dans une pièce remplie de miroirs magiques, mais Anne couvre son visage, refusant de regarder. Le jeune homme lui demande pourquoi elle ne veut pas se voir. Elle explique que les gens regardent dans les miroirs pour se rendre beaux, mais quand elle regarde, elle voit quelqu'un qui ne pourrait jamais être beau. Il l'arrête devant l'un des miroirs. Dès que Anne y regarde, elle se retrouve transportée dans un souvenir de son passé. Alors qu'elle est encore dans le souvenir du miroir, Anne se retrouve dans sa classe de ballet à l'école, assise seule et triste. Elle ouvre le casier à costumes, décide d'essayer une robe, la met, se maquille et se regarde dans le miroir, heureuse un instant. Elle pratique des pas de ballet jusqu'à ce qu'elle tombe soudainement au sol, juste au moment où ses camarades de classe entrent et commencent à se moquer de sa danse et de son apparence. Depuis ce moment, Anne déteste regarder dans les miroirs, car chaque fois qu'elle le fait, elle se souvient de ses regards moqueurs, et se voit aussi laide qu'il la voyait. Soudain, elle revient à la réalité et demande au jeune homme ce qui vient de se passer. Il explique que quiconque regarde dans les miroirs magiques revit son souvenir le plus douloureux. C'est pourquoi elle a revisité ce moment de peur et de tristesse. Elle lui demande si elle l'a déjà vu, car il ressemble à un mannequin célèbre. Le jeune homme lui demande pourquoi les humains pensent que ce qu'ils voient représente toute la vérité. Anne répond que c'est ainsi que ça fonctionne. Si quelqu'un est beau, les gens supposent automatiquement qu'il est gentil, riche et a une grande personnalité. Il lui demande alors pourquoi les gens se comparent les uns aux autres et jugent selon les mêmes critères, même si chacun a des critères différents, agissant comme si juger les autres était le but et l'objectif ultime de la vie. Il lui dit que ce n'est rien d'autre que de l'arrogance et de l'orgueil, et ajoute que les humains eux-mêmes sont la raison pour laquelle ils s'éloignent du monde. Le jeune homme tourne rapidement un autre miroir, et soudain Anne se retrouve à l'endroit où elle était après avoir traversé le mur. Elle lui demande ce qu'il vient de se passer, et il explique que parfois une personne peut se souvenir de quelque chose en détail, simplement parce que son odeur est restée gravée dans sa mémoire pour toute une vie. Puis il lui demande comment elle veut que les gens se souviennent d'elle. Anne se demande si exprimer son souhait le rendrait réalité. Il lui dit de choisir le parfum qu'elle veut. Elle choisit de type et admet qu'elle a déjà souhaité avoir un petit ami à qui en offrir un. Il lui demande si elle souhaite vraiment un petit ami. Indique que ce serait agréable, mais ce qu'elle veut vraiment, c'est un parfum qui pourrait la faire renaître. Le jeune homme lui dit que le parfum qu'elle a cassé était précisément destiné à lui donner un nouveau départ, mais le recréer prendrait 100 ans de plus. Puis, il vaporise son visage avec le parfum qu'elle a choisi, et lui rappelle de ne jamais oublier. Tout ce que tu vois n'est pas toute la vérité. Soudain, Anne se réveille au son de Moon-Young qui se moque d'elle. Disons qu'elle pensait que Anne était tombée dans la salle de bain. Anne est contrariée, et assume que tout ce qu'elle a vu n'était qu'un rêve. Jusqu'à ce que Moon-Young lui demande soudain si elle porte du parfum. Anne se sent et réalise que ce n'était pas un rêve. Elle se retrouve avec un autocollant du festival Secret Queen Makers, avec la photo du même jeune homme. Choquée, elle se précipite à l'endroit où se trouvait le mur magique. Mais il ressemble maintenant à un mur ordinaire. Puis, elle tire son sac vers lui, et instantanément, elle retourne dans le monde parallèle. Soudain, Anne se retrouve face à un autre homme séduisant, différent de celui qu'elle a rencontré la première fois. Elle réalise qu'elle n'a pas rêvé, et se dit que cette fois, elle réalisera un vrai souhait. Mais l'homme répond à voix haute d'un non ferme, la laissant perplexe. Il explique qu'elle veut que je transforme en une femme belle, mais je refuse, car je n'aime pas les humains et je n'aime pas les aider. Choqué, Anne lui demande comment il savait ce qu'elle pensait. Il lui dit qu'il a vécu 1000 ans, donc bien sûr il peut lire les gens facilement. Anne le supplie, disant qu'il a entendu que les messagers de la beauté étaient censés aider les humains. Il la corrige en disant que c'est faux et qu'il n'a aucune obligation de l'aider. Il lui dit de partir car il est occupé. Triste, Anne commence à s'éloigner, mais lui demande des nouvelles de l'autre homme qui est passé par le même endroit, celui qui a accidentellement échangé son sac avec elle. L'étranger séduisant lui dit de vérifier au bureau des objets trouvés. Elle lui demande des indications, puis s'y rend, descendant d'innombrables escaliers jusqu'à ce qu'elle arrive finalement. Le bureau des objets trouvés est rempli d'objets vieux et poussiéreux entassés. À sa surprise, elle tombe sur le même jeune homme qui l'avait accueilli plus tôt. Elle explique que c'est lui qui lui a dit de venir ici, mais il semble perplexe. Il ne se souvient même pas d'elle. Anne est stomonée qu'il ait oublié déjà, mais il se rappelle qu'elle cherche son sac. Anne ressent une douleur dans le pétrole et murmure pour elle-même qu'il s'est rappelé de son sac, mais pas d'elle. Le jeune homme l'interrompt pour ses pensées et lui dit de le suivre. Il la conduit plus loin à l'intérieur. Il lui ordonne de chercher son sac Lelus car ils n'ont pas de personnel pour le faire à sa place. Anne n'a aucun choix que de commencer à fouiller seule dans les piles poussiéreuses et oubliées. Anne découvre que tout dans le bureau des objets trouvés est extrêmement vieux, alors elle demande combien de temps il garde généralement les articles. Le jeune homme lui dit « Malheureusement, il ne garde rien plus de 100 ans ». Anne est choquée et dit que tous ces objets sont pratiquement des antiquités. Elle demande quel est l'objet le plus récent, et il pointe une boîte très ancienne.
Avant qu'il ne puisse la prévenir de ne pas l'ouvrir, Anne l'ouvre, et un vol de colombes s'en échappe. Terrifiée, elle tombe au sol, dispersant une pile d'objets poussiéreux jusqu'à ce que ses vêtements soient complètement couverts de saleté. Le jeune homme lui tend un appareil pour nettoyer son visage et lui dit de changer de vêtements. Anne va dans les toilettes, se lave le visage, appréciant la sensation de propreté, puis met une robe très ancienne. Elle sort et lui dit que ça ne lui va pas. Il acquiesce franchement, disant que ça a l'air affreux, et il lui demande de changer. Elle entre dans une autre pièce, mais au lieu de simplement changer, elle se retrouve soudain transportée dans un souvenir de ses jours d'école. Elle entre dans une salle de classe et voit son bureau, avec une note laissée par un camarade de classe lui demandant de le rejoindre dans le jardin dans 5 minutes. Dans le jardin, Anne voit son jeune moi debout avec le garçon. Il lui demande si elle a été surprise par la lettre, et elle admet timidement qu'elle l'a été beaucoup. Il lui confesse ensuite qu'il l'aime vraiment. Anne, prise au dépourvu, lui demande pourquoi elle. Et il dit que pour lui, elle est belle, et que passer du temps avec elle lui a fait développer des sentiments. Le visage d'Anne s'illumine de joie et de timidité. Il lui demande de sortir avec lui et elle accepte, le regardant avec une affection sincère. Mais soudain, leurs autres camarades apparaissent, se moquant d'elle. Il s'avère qu'ils avaient parié sur combien de temps il faudrait pour que Anne accepte une relation. Le bonheur sur son visage s'effondre instantanément, remplacé par l'humiliation et le chagrin. Ses camarades partent, après avoir cruellement blessé ses sentiments, la faisant se sentir comme la fille la plus laide du monde. Anne reste figée, sanglotant, regardant son moi se faire déchirer par tout le monde autour d'elle. Puis elle repasse par la porte qu'elle avait empruntée et demande au jeune homme quel était cet endroit. Il lui dit que c'était le stotoge des objets perdus. Il lui demande si elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Anne hésite et demande ce qu'elle est censée chercher. Il répond qu'elle devrait chercher son temps perdu. Elle ne comprend pas ce qu'il veut dire, insistant sur le fait qu'elle n'est là que pour trouver son sac. Le jeune homme explique qu'il a rencontré beaucoup de gens comme elle, des gens qui font toujours la même erreur. Ils souhaitent pouvoir remonter le temps pour réparer leurs regrets. Mais même s'ils se sentent coupables, ils ne grandissent pas réellement et ne se donnent pas la chance de corriger leurs erreurs à l'avenir. Anne rétorque qu'il n'est pas humain, donc il n'a pas le droit de juger les gens ainsi. Il ne comprend pas que la vie est dure et ne donne jamais à personne tout ce qu'ils veulent et qu'elle essaie à peine de survivre chaque jour. Il lui demande calmement pourquoi elle n'essaye pas vraiment de survivre. Car de son point de vue, elle n'a même pas essayé d'être belle. Elle s'est simplement rendue à ce que les autres disent. Anne admet qu'elle veut être belle mais ne sait pas par où commencer. Le jeune homme lui dit qu'il va l'aider. Il la ramène à l'endroit où ils étaient au départ, choisit un ensemble d'outils de maquillage et les applique sur elle. Après un moment, il la place devant un miroir. Anne est stupéfaite. Toutes les imperfections de son visage ont disparu. Et elle est aussi belle que les autres filles. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle se pince même pour vérifier. Quand elle regarde en arrière, le jeune homme a disparu, la laissant essouffler devant son nouveau reflet. Anne continue de chercher le jeune homme pour le remercier, mais elle ne trouve nulle part. Juste au moment de partir, elle entend une alarme. Et soudain, 4 jeunes hommes apparaissent, avançant vers elle comme pour l'arrêter. Terrifiée, Anne s'enfuit en courant, jusqu'à ce qu'un 3e étranger bloque son chemin, la saisisse et la force à entrer dans une salle d'interrogatoire. Des gens l'observent derrière une vitre et elle panique, frappant la porte. L'investigateur lui dit de se calmer, puis s'assoit en face à elle et lui demande son nom. Anne, nerveuse, demande ce qu'elle a fait pour être arrêtée. Il répond qu'il est clair qu'elle a l'intention de tout nier. Elle essaie de penser à son erreur et se souvient de la bouteille de parfum centenaire qu'elle a cassée, réalisant qu'ils ont dû l'arrêter pour cela. Elle s'imagine passer le reste de sa vie à travailler pour eux pour leur rembourser. Alors elle exige un avocat. L'investigateur se moque d'elle, disant que les lois humaines ne s'appliquent pas dans leur monde. Elle demande quelle loi s'applique. Il lui dit qu'elle sera interrogée, puis recevra un résumé de sa sentence. Effrayée, Anne demande qui la jugera. Il dit leur maître. Elle s'imagine debout devant un tribunal, face à une figure sombre qui la condamne à mort, pendant qu'un bourreau lève une épée pour mettre à fin sa vie. Sortant de son imagination, Anne supplie l'investigateur de l'aider. Au lieu de ça, il lui dit de confesser le vol de Julerie. Anne est complètement stupéfaite, insistant qu'elle n'a jamais volé de Julerie et qu'elle pensait qu'elle était arrêtée pour la bouteille. L'investigateur dit qu'il vérifiera si elle ment et l'emmène au magasin bijoux à Le Voltrens. Là, Anne est fouillée, mais rien n'est trouvé sur elle. Elle demande s'il y a des caméras de sécurité pour prouver son innocence, mais il lui dit qu'au moment exact du vol, les caméras étaient en réparation. Cela veut dire que pour eux, Anne devait savoir que les caméras étaient en réparation et a délibérément choisi ce moment pour voler. L'investigateur la presse, demandant pourquoi elle est allée et venue 2 fois si elle ne planifiait pas le vol. Anne insiste qu'elle n'est renierée que pour échanger le sac qu'elle portait.
Il déforme ses paroles, disons que ça prouve qu'elle a aussi volé un sac de quelqu'un d'autre et qu'elle est clairement une criminelle expérimentée. Anne s'effondre, protestant qu'elle n'a jamais rien volé. Puis le témoin du magasin de bijoux arrive. Dès qu'il voit Anne, il affirme qu'elle est la voleuse, disant qu'il l'a vue elle-même. Il explique à l'investigateur que pendant qu'il achetait une robe pour sa petite amie, une fille est entrée, a demandé au vendeur de jeter son chewing-gum à la poubelle, puis a profité de la distraction pour tout voler et s'enfuir. Anne insiste sur le fait qu'il ment, car elle n'est même jamais entrée dans le magasin de bijoux. Elle rappelle à l'enquêteur qu'il l'a fouillé et n'a rien trouvé. Elle jure que, s'il trouve effectivement des objets volés sur elle, elle confessera être la voleuse. L'enquêteur décide d'ouvrir le sac qu'elle porte et lui demande le code. Anne admet qu'elle ne le connaît pas, car ce n'est pas son sac. Il l'ouvre de force avec une tige métallique, seulement pour qu'une lumière aveuglante jaillisse de l'intérieur. Surpris, il le referme immédiatement et exige de savoir d'où elle l'a eu. Anne explique qu'elle a accidentellement échangé son sac avec celui d'un homme très séduisant qu'elle a bousculé au centre commercial. L'enquêteur est stupéfait. Il lui dit qu'elle a rencontré le maître lui-même et que le sac lui appartient. Anne est qu'émerveillée et lui dit que le maître lui a même acheté une boisson et s'est assis avec elle. Elle supplie ensuite l'enquêteur de l'accompagner directement chez le maître pour qu'il ouvre le sac lui-même et révèle qui est le vrai criminel. L'homme qui avait témoigné contre Anne panique soudainement et confesse qu'il était celui qui avait volé les bijoux. Il sort même toutes les pièces volées de sa poche. L'enquêteur est choqué, arrête l'homme, libère Anne et s'excuse pour tout ce qu'elle a traversé. Il lui offre un endroit pour se reposer, mais Anne refuse, disant qu'elle veut juste partir. L'enquêteur sourit et dit qu'elle doit d'abord rendre ce qu'elle a volé. Anne, frustrée, insiste sur le fait qu'elle n'a rien volé avant qu'il ne l'interrompe, lui disant qu'elle a volé son cœur, car il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle. Anne rougit d'embarras alors qu'il place doucement un magnifique collier autour de son cou, lui demandant d'en prendre soin. Il lui dit au revoir et s'en va. Anne se souvient qu'elle doit encore rencontrer le maître pour lui rendre son sac et récupérer le sien. Alors elle se précipite après l'enquêteur pour le rattraper. Mais soudain, elle se retrouve dans le monde humain. Moonang apparaît, demandant où elle disparaît sans cesse. Anne remarque dans sa main un prospectus du festival avec les visages des 3 jeunes hommes qu'elle a rencontrés. Moonang se moque d'elle, disant qu'elle comprend enfin avec quoi Anne était si occupée et la taquine davantage, lui demandant si elle veut vraiment participer au concours juste pour être belle, car elle ne le sera jamais, et il serait plus facile pour elle de renaître. Profondément blessée, Anne lui dit de se mêler de ses affaires et s'en va. Elle se cache dans les toilettes, accablée de tristesse, mais se souvient alors de l'enquêteur plaçant le collier autour de son cou. Soudain, son téléphone vibre avec un message. C'est un chat de groupe avec ses collègues. Elle voit Moonang et son ami se moquer d'elle pour vouloir participer à la compétition, disant qu'elles espèrent juste qu'elle ne dira à personne qu'elle travaille dans la même entreprise qu'eux, car cela ruinerait leur réputation. Anne sort des toilettes furieuse, blâmant tout sur le sac qui l'a entraînée dans un rêve qu'elle ne pourrait jamais réaliser. Elle arrache le collier de son cou, prête à le jeter, quand soudain un 4e jeune homme séduisant lui l'attrape la main. Il la supplie de venir avec lui car il a besoin d'elle. La tenant fermement, il la conduit vers le mur magique. Anne résiste, disant qu'elle ne veut pas y retourner, mais le jeune homme la supplie, insistant sur le fait que son aide est vitale. À ce moment, elle voit Moonang l'observer avec un regard moqueur. Se souvenant de ses paroles cruelles, Anne décide de le suivre. Cette fois, le monde au-delà du mur est sombre et complètement différent d'avant. Soudain, 4 hommes masqués apparaissent, forçant le jeune homme à se cacher avec Anne jusqu'à ce qu'il passe. En s'échappant, elle perd une chaussure, et quand elle revient la chercher, l'un des hommes masqués la repère et se précipite vers elle. Le jeune homme la protège rapidement avec sa veste, et en un instant, ils disparaissent, réapparaissant ailleurs. Anne demande qui étaient ces hommes. Il explique que ce sont des messagers du mal, apparus parce que la barrière qui les séparait s'est affaiblie. C'est arrive chaque fois que les humains perdent foi en l'aide de messagers de la beauté. Anne réalise que c'est de sa faute. Son manque de confiance a affaibli la barrière. Le jeune homme admet que c'est pourquoi il a cherché. Ils doivent protéger leur monde avant que ça ne s'effondre. Remarquant qu'elle manque toujours une chaussure, il l'emmène dans un magasin rempli de chaussures à talons hauts et lui demande d'en choisir une paire. Mais Anne refuse, disant que ses pieds sont laids et que les talons ne feraient que les mettre davantage en évidence. Soudain, un violent tremblement de terre secoue le sol, né du manque de confiance en elle-même et de son incrédulité au conseil des messagers de la beauté. Elle lui dit que les messagers du mal se nourrissent de ses peurs et s'excuse, disant qu'elle ne peut rien faire, qu'elle n'est pas la bonne personne pour cette tâche. Soudain, l'endroit tremble encore à nouveau. Le jeune homme s'enfuit pour vérifier ce qui se passe et rassure Anne, disant qu'elle ne doit pas avoir peur car il la protégera quoi qu'il arrive. Se sentant coupable, Anne décide d'essayer d'aider, enfile une des paires de talons qu'il a choisies et sort dans le couloir. Elle repère l'un des hommes masqués descendant l'escalier. Heureusement, il ne la voit pas, mais elle renverse accidentellement son sac et un des hommes masqués l'entend et se précipite vers elle. À la dernière seconde, un messager de la beauté parvient à la sauver. Et Anne, tellement relâchée, le serre dans ses bras. Elle s'excuse et lui dit qu'elle est juste heureuse de le voir. Il la presse de s'appresser et de le suivre. Il s'arrête devant une porte qu'ils doivent ouvrir, mais elle ne bouge pas. Anne dit qu'ils n'ont pas besoin de la porte car ils peuvent passer à travers le mur. Cependant, le jeune homme explique que la magie de leur monde s'est affaiblie à cause de l'intrusion des messagers du mal.
Anne cherche une solution et remarque un bouton près de la porte avec le même symbole que son collier. Elle retire rapidement le collier, l'insère dans le bouton et la porte s'ouvre. Elle demande si tout est revenu à la normale et il répond « pas encore ». Ils doivent encore ouvrir le sac du maître. Anne dit qu'elle ne connaît pas le code. Il lui dit qu'il n'y a personne d'autre qui puisse l'ouvrir. Elle réfléchit intensément. Puis l'autocollant du festival dans sa main tombe. Quand elle regarde les 3 jeunes hommes sur l'image, elle se souvient du jeu de lettres qu'elle aime. Prend la première lettre de chacun de leurs noms, les transforme en chiffres et parvient à déverrouiller le sac. Dès qu'elle l'ouvre, une lumière éclatante jaillit. Et soudain, Anne se retrouve au milieu de la compétition Secret Queen Makers. C'est son tour de monter sur scène avec les autres concurrentes. Embarrassée et dépassée, elle n'en croit pas ses yeux. Elle regarde les belles filles alignées à côté d'elle et le public qui la fixe avec confusion. L'hôte annonce son nom à tout le monde et lui demande de rejoindre la file. Il lit ensuite la candidature qu'elle a soumise pour participer au concours, écrite en lettres codées. Avant que Anne ne puisse répondre ce qu'elle signifie, Mumcho l'interrompt, saisissant l'occasion de parler pour elle. Elle dit avec suffisance à l'hôte que les lettres signifient que Anne veut aussi être une princesse, puisque son nom signifie littéralement princesse. La foule éclate de rire et les autres concurrentes gloussent également. Puis vient le moment de révéler les photos sans maquillage de chaque concurrente. Quand la photo d'école de Anne apparaît sur le grand écran, montrant son apparence maladroite et peu attrayante, tout le public éclate de rire hystérique. Il pointe du doigt, se moque et la ridiculise sans pitié. Anne s'effondre, incapable de croire ce qu'elle voit. Elle tombe de la scène, humiliée, et la foule se presse autour d'elle, filmant et riant. Brisée et submergée, Anne crie pour qu'ils arrêtent de l'enregistrer. Soudain, elle se réveille. C'était un cauchemar. Elle est assise dans le bus de l'entreprise, le chauffeur lui demandant si son mauvais rêve était vraiment si horrible. Soulagée, Anne se rit faiblement, heureuse que ce ne soit qu'un rêve, bien que toujours attristée que rien n'ait été réel. Plus tard, de retour au centre commercial, elle déambule, regardant silencieusement les publicités pour le concours de beauté Secret Queen Makers. Anne reçoit soudain un message sur son téléphone disant qu'elle a été acceptée dans la compétition. Elle est stupéfaite. Elle n'a même pas jamais postulé. À ce moment, Mumchong apparaît, demandant avec suffisance si Anne a reçu le texto d'acceptation, révélant qu'elle l'a inscrite au concours elle-même. Elle lui dit de ne pas le remercier tout de suite. Contrariée, Anne s'en va sans dire un mot. Le lendemain arrive, le jour de la compétition. Toutes les autres concurrentes s'affairent à se préparer, sauf Anne, qui reste assise à l'extérieur du centre commercial, réticente à entrer. Elle redoute les moqueries auxquelles elle est sûre de faire face. Mais elle se souvient de tous les messagers de la beauté qu'elle a rencontrés, chacun l'encourageant à affronter ses peurs et son manque de confiance en elle. Elle se rappelle comment sa peur a nourri le mal et lui a donné la force de le détruire. Elle se souvient de l'enquêteur lui disant qu'il n'avait jamais rencontré une fille comme elle et de l'autre jeune homme qui lui a dit qu'elle gaspillait sa vie en se soumettant aux paroles des autres au lieu d'essayer de changer. Rassemblant son courage, Anne décide de ne pas céder. Elle entre dans le centre commercial, demande à une styliste de la maquiller, puis choisit des vêtements plus élégants que ceux qu'elle porte habituellement. En traversant le centre commercial, elle aperçoit soudain le maître, le même homme qui l'a bousculée la première fois et a accidentellement échangé son sac. Elle veut lui poser des questions, mais décide de ne pas le faire, de peur qu'il l'embarrasse. Mais le maître l'appelle lui-même, lui demandant comment s'était passé son voyage. Anne rayonne de joie, réalisant que tout ce qu'elle a vécu était réel, qu'elle a vraiment rencontré les Secret Queen Makers. Elle le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. L'encourageant à se dépêcher pour la compétition, le maître lui offre un collier avec une pierre précieuse en cadeau. Il lui dit qu'aucun joyau ne brille plus qu'elle, car elle est authentique et rien ne de briller plus qu'une personne véritable. Anne le remercie et va se préparer. Bientôt, elle entre dans la salle de l'événement, portant une robe blanche époustouflante qui laisse tout le public en admiration devant sa beauté. Mumchong est choquée lorsqu'elle la voit, incapable de croire que cette femme rayonnante est vraiment sa collègue Anne. Anne monte sur scène avec assurance et remporte la compétition. Mumchong est si choquée qu'elle trébuche de la scène, reproduisant exactement la scène que Anne avait vue dans ses rêves. Anne se précipite pour l'aider et l'escorte dehors car Mumchong ne peut pas marcher correctement. Elle propose même de l'emmener à l'hôpital, mais Mumchong refuse grossièrement, lui disant de la laisser tranquille. Blessée, Anne lui demande pourquoi elle la déteste autant alors qu'elle ne lui a jamais rien fait. Mumchong admet qu'elle avait été avant, comme Anne, harcelée pour son surpoids.
Pour gagner l'approbation, elle s'est forcée à changer. Harceler les autres lui donnait l'impression d'appartenir aux harceleurs plutôt que d'être leur cible. Elle dit qu'elle voit son ancien moi en Anne, le moi qu'elle déteste le plus. Anne est secouée, mais ne laisse pas ses mots l'affecter. Au lieu de cela, elle aide Moonchang à rentrer chez elle en toute sécurité. Le lendemain, Anne retourne au travail, guidant un autre groupe de visiteurs dans le centre commercial. Elle leur parle joyeusement des endroits qu'ils exploreront ensemble. Les visiteurs sont exemplés, ayant reconnu cette fille pour la gagnante du concours de beauté. En continuant, Anne aperçoit soudain une fille assise à l'écart du groupe, silencieuse et renfermée, un reflet de son ancien moi. Pendant la visite, Anne distribue des autocollants du festival aux visiteurs, y compris à la fille timide. Elle l'encourage doucement à ouvrir le coffre-fort du centre commercial, lui disant qu'elle a déjà choisi un endroit spécial où elle effectuera son paiement et promet qu'une surprise l'attend là-bas. La fille s'illumine d'excitation à l'idée et Anne sourit, marchant seule dans le centre commercial avec un nouveau sentiment de paix et de but. Soudain, un jeune homme très séduisant la remarque et semble la reconnaître. Les filles travaillant dans le magasin s'illuminent immédiatement lorsqu'elles le voient. C'est leur manager et elles sont toutes sous son charme. Anne quitte le magasin, mais le manager la suit à l'extérieur pour réaliser qu'elle disparut. De nulle part, Anne apparaît derrière lui et lui demande ce qu'il veut d'elle, ayant remarqué qu'il la suivait. À ce moment, ses gardes personnels arrivent, demandant s'il y a un problème, et Anne est choquée d'apprendre qu'il est en fait le directeur du tout le centre commercial. Elle s'excuse rapidement et lui demande si elle la connaît. Il lui dit qu'il est le gars qui l'a bousculée lorsqu'elle est sortie de l'élévateur et admet qu'il la cherchait, bien qu'il ne l'avait pas reconnue tout de suite parce qu'elle avait changé d'apparence. Anne est stupéfaite de découvrir que le directeur était le maître magasin. Ravie, elle accepte de le rencontrer officiellement, réalisant qu'elle a finalement trouvé la beauté et l'amour qu'elle recherchait. À ce moment, la fille timide que Anne avait remarquée plus tôt se dirige vers l'endroit que Anne lui a indiqué. Là, elle trouve un sac posé seul et le regarde avec curiosité. Soudain, le sac glisse vers le mur magique. La fille l'attrape rapidement et traverse le mur, entrant dans le monde secret. Sa vie commence à changer, car Anne a choisi de l'aider plutôt que de la haïr ou de la harceler.